Les dieux semblent cléments avec la météo de Port-Réal. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dédié à Game of Thrones. Game of Thrones, c'est l'une des franchises qui a le plus de théories, de la plus inattendue et loufoque à la théorie qui nous semble presque un spoiler, tellement elle est réaliste. Et c'est pourquoi je vous ai concocté une petite vidéo avec mes 5 théories favoris. Elles ont été très dures à choisir puisqu'il y en a beaucoup, et donc ne vous étonnez pas s'il y en a que vous connaissez et qui n'apparaissent pas dans cette vidéo. Pour cette première théorie, nous allons parler de la mère de Jon. La mère de Jon qui est le sujet d'une dizaine de théories qui malheureusement possèdent beaucoup de points faibles, et il y en a bien entendu une qui a plus de points forts que de points faibles. Et c'est donc celle-ci que je vais vous raconter. Mettons donc les choses au clair. Ned a eu un enfant avec une servante pendant la guerre alors qu'il était marié à Catelyn. Il a toujours tenu cette version qui semble officielle, mais certaines choses semblent incohérentes et certaines questions ressurgissent comme pourquoi, si Ned a couché avec une servante, garde-t-il son identité secrète? On peut se demander si Ned a bel et bien couché avec une servante, ou s'il n'aurait pas couché, par exemple, avec un personnage bien plus important. Mais en fin de compte, Ned est-il bel et bien le père de Jon? Eddard Stark ne fait que rappeler à Jon qu'il n'est pas son fils, malgré qu'il est bien de son sang. On peut réellement se demander si Ned est bel et bien le père de Jon, mais puisqu'il dit qu'ils ont le même sang, Jon serait peut-être un membre de sa famille. Voici donc la théorie la plus courante. Lyanna, la sœur de Ned, et qui était fiancée à Robert, aurait une liaison avec Rhaegar Targaryen. Officiellement, Rhaegar a enlevé Lyanna Stark. Il l'aurait kidnappée, oui, mais n'y aurait-il pas une forme de relation amoureuse secrète derrière tout ça? Comme on le sait, Ned a retrouvé sa sœur ensanglantée et mourante. On dirait pas ici un accouchement secret? En plus, dans le livre, on nous parle d'une couche sanglante. Et là, si on a cette hypothèse en tête, ça nous fait réellement penser à un accouchement. Jon Snow serait donc le fruit de l'union de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. Mais pourquoi un tel secret? Surtout pourquoi un tel mensonge de la part de Ned? On sait que Robert voulait exterminer tous les Targaryens et surtout il n'avait aucun mal à tuer des enfants. Lyanna, au bord de la mort, aurait donc demandé à son frère de protéger son fils. Et ici donc repose l'explication du mensonge de Ned. Pour ne pas que Jon meure, il le fera passer pour son fils. Rappelez-vous bien de la réplique de Ned avant qu'il quitte Jon. Il lui dit « Tu ne portes peut-être pas mon nom, mais tu es de mon sang ». Le sang, ici, est la métaphore de la famille, puisque Jon est en fait son neveu. Dans Game of Thrones, il y a beaucoup de théories qui parlent des familles, que beaucoup de personnages sont en fait d'une autre famille de ce que l'on pense. Bien sûr, dans ces théories, je ne vais pas m'attarder sur toutes ces théories de famille, bien que la deuxième en fasse quand même partie. Mais c'est que cette deuxième théorie est l'une des plus populaires et surtout l'une des plus intéressantes. Au vu du titre de cette théorie, vous avez probablement remarqué qu'il s'agira ici du même concept. Comme pour Jon, Tyrion serait un Targaryen. Et de plus, l'identité de ses parents n'est pas la même que celle tenue officiellement. Car officiellement, Tyrion est le fruit de l'union de Tywin et Joanna Lannister. Cependant, selon la théorie que je vais vous expliquer, Tyrion serait en fait issu de Joanna et du roi Aerys. Aerys, c'est The Mad King, le roi fou. Voyons donc si cette théorie tient la route. Premièrement, Tywin ne cesse de répéter à Tyrion qu'il n'est pas son fils. Il l'engueule à plusieurs reprises, il ne veut pas de lui comme héritier, mais physiquement, Tyrion est-il un Lannister ou plus un Targaryen? Ici, on va surtout s'appuyer des citations dans le livre. Tyrion a des cheveux si blonds qu'ils semblent presque être blancs. Déjà, ça nous rappelle fortement le blond des Targaryens. Tyrion a de plus un œil noir et un œil vert. On a ici comme presque une métaphore des deux maisons qui s'unissent. Secrètement bien sûr, secrètement, mais c'est comme si on avait la réponse sous nos yeux depuis le début. De plus, Tyrion est très attiré par les dragons. Les dragons pour lui c'est un grand amour, une grande passion. Et de plus, Tyrion rêve des dragons. Cette théorie, c'est quoi au juste? Globalement, c'est que Tywin aurait appris la relation secrète entre Joanna et Aerys. Insupporté par cela, il aurait donc empoisonné sa femme. Le poison, ici, qui serait à l'origine de la mort de Joanna, mais aussi du nanisme de Tyrion. Cette théorie explique aussi pourquoi Tywin s'est retourné au dernier moment contre le roi fou. Et à présent qu'on a parlé de deux théories sérieuses, et bien à présent on va aller voir des théories un peu plus folles. Des théories un peu plus folles, mais surtout qui valent le coup.
Syrio ne serait pas mort. Alors Syrio, c'est qui si vous l'avez oublié? Syrio, c'est le maître à danser d'Arya, celui qui lui apprend à se servir de aiguille. On sait qu'il vient des cités libres de Braavos, et il se bat avec la garde royale dans les derniers épisodes de la saison 1. Arya le quitte et pour beaucoup d'entre nous, il est mort. Selon cette théorie, il n'en est rien. Et si Syrio était un homme sans visage? Comme Jaqen, en effet. Mais justement, est-ce que Jaqen ne serait pas Syrio? C'est un peu gros, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, c'est pas mal foutu. Jaqen vient lui aussi de Braavos. Quand Arya rencontre Jaqen, il est enfermé. Il se dirige bien entendu avec tous les autres prisonniers vers le mur. Et si les membres de la garde royale n'avaient pas tué Syrio, ils auraient réussi à le stopper et l'auraient condamné justement pour le mur. Quand Jaqen et Arya se rencontrent, alors que tout le monde pense que Arya est un garçon, Jaqen lui sait que c'est une fille. Avec cet argument, on peut bien se dire que c'est un élément qui nous prouve que Arya et Jaqen se connaissaient bien avant. Arya, bien sûr, n'en a aucune idée, n'a aucun doute sur Jaqen, mais certains fans avaient des doutes, d'où l'apparition de cette théorie. Jaqen, comme Syrio, aiment tous les deux Arya. Tous les deux lui ont servi de guide ou bien même de protecteur. On peut aussi rajouter que les deux hommes sont tous les deux des hommes d'honneur. Pas mal cette théorie, non? Moi je sais que personnellement je l'adore parce que j'adorais Syrio. Puis bien sûr j'adore Jaqen. On verra bien ce qui se passe dans les prochains tomes et dans les prochaines saisons. Une théorie encore bien plus folle que ça? C'est parti. Des voyages dans le temps dans Game of Thrones? Sérieusement? Eh bien oui, figurez-vous qu'on va en parler sérieusement. Dans cette théorie du voyage dans le temps, il y a deux éléments phares. Le premier se trouve à Essos et le deuxième à Westeros. Le premier élément tourne autour de Keith, je sais pas vraiment comment on prononce ça. Pour une facilité de prononciation et pour vous de compréhension, on va l'appeler Kate. Alors, cette Kate, c'est elle. Et selon cette théorie, il s'agit de la Daenerys du futur. En effet, elle sait tout du voyage de Daenerys. Elle est au courant des mésaventures qui se passent ou des problèmes qui vont arriver, et elle confie à Jorah des solutions pour éviter tout problème. De plus, elle porte un masque, et on peut se dire que c'est justement pour pas qu'on ne la reconnaisse. Ensuite, quand elle touche Daenerys, son corps frissonne. Certains pensent ici que c'est une allusion au paradoxe. Deux Daenerys dans la même époque, ça se répercute sur leur corps. Finalement, la clé de cette théorie se trouve dans l'une de ses répliques. À un moment, elle nous dit par exemple que pour aller au nord, il faut aller vers le sud, que pour aller à l'est, il faut aller vers l'ouest. À la fin de cette réplique, elle nous dit que pour aller de l'avant, il faut faire marche arrière. Ça, c'était donc le premier élément de cette théorie. Le deuxième se passe bien sur Westeros et avec Bran. Selon cette théorie, Jaime n'a jamais poussé Bran dans une sorte d'univers parallèle, ou de première branche si vous voulez. Bran n'étant donc pas du tout handicapé, serait donc soit parti avec Jon ou parti à la guerre avec Robb et aurait assisté à la fin du monde, les marcheurs blancs qui aurait tué tous les humains. On sait que Bran a des pouvoirs et dans ceux-ci, il peut accéder au passé. En revanche, il ne peut influer sur le passé. Mais on sait aussi et surtout qu'il peut contrôler d'autres personnes. Pour cette théorie, Bran aurait donc assisté à la fin du monde. Il serait donc retourné dans le passé, cérébralement. Ça se dit ça? Et serait retourné à l'époque où tout allait bien à Winterfell, l'époque où les Lannister sont venus pour la première fois. Il aurait donc grimpé jusqu'à la tour et aurait vu Jaime et Cersei en train de forniquer. À ce moment-là, il aurait pris le contrôle de Jaime et serait fait pousser lui-même. Étant handicapé, il ne serait pas parti de Winterfell, et en projetant son esprit dans le futur, il aurait très bien vu les événements qui allaient se produire. Il savait donc depuis le début la venue de Jojen par exemple, et de tout ce grand voyage pour sauver le monde. Mais avec la chute, Bran n'en a plus aucun souvenir. En définitive, Bran aurait donc assisté à la fin du monde. Il serait donc allé dans le passé pour changer le cours de l'histoire. Il n'en a plus aucun souvenir, et comme vous, je me pose la même question. Comment une théorie comme celle-ci a pu être inventée? Allez, cinquième et dernière théorie qui va bouleverser notre vision de voir les choses dans l'univers de Game of Thrones. Alors, nos fameux marcheurs blancs. Dans le livre, déjà, ils ne sont pas du tout comme ça. Au niveau de l'apparence, déjà, on les décrit comme ayant une beauté naturelle. Rien à voir avec ces espèces de zombies qu'on nous présente dans la série. Dans cette théorie, on va donc essayer de voir les marcheurs blancs comme une espèce surnaturelle, bien sûr, mais loin d'être repoussante, voire même loin d'être démoniaque. Rappelons donc l'origine de l'homme à Westeros. Il y a des milliers d'années, les hommes ont embarqué sur ce continent et ont plus ou moins détruit toute forme de magie qui
s'y trouvaient. On peut imaginer Westeros comme un continent où habitaient des licornes, des golems, des elfes, des sirènes et tout autre animal surnaturel. À Westeros, il faut dire, les humains n'aiment pas du tout la magie. On en parle souvent comme une œuvre de démon où la plupart de personnes qui parlent de magie en ont une expérience assez mauvaise. La magie, en effet, c'est puissant, c'est incontrôlable et l'homme n'est pas du tout fait pour ça. Quand l'aventure de Game of Thrones commence, les dragons ont tous disparu. Et si les dragons étaient morts à cause de l'homme? Comme on le sait, les dragons sont morts progressivement au fil des siècles. Et plus ils avançaient dans l'évolution, et plus ils étaient petits et faibles. Et si les hommes les avaient empoisonnés progressivement jusqu'à leur extinction? Si cette théorie est vraie, alors l'histoire des dragons a été falsifiée. L'histoire des marcheurs blancs l'est-elle aussi? Les dragons sont des êtres qui sont nés dans le feu, grâce au feu. Cela nous rappelle forcément les grands discours de Mélisandre. Il n'y a pas que ses boobs qui comptent, il y a aussi ce qu'elle dit. Et donc les dragons peuvent nous faire penser à l'élu des flammes, le dieu de lumière et tout ça. Les dragons, de base, ils sont magiques, entre guillemets. Et là, on a bien là une preuve de fire magic. Revenons à notre voyageur dans le temps préféré, Bran. La vieille Nan lui raconte les histoires des premiers hommes et de la première grosse guerre. Et on sait grâce à elle qu'avant la construction du mur, il y a eu une grande guerre entre humains et marcheurs blancs, et un héros a sauvé tous les humains avec son épée. Cette épée, c'est du Dragon Glass ou de l'acier valyrien. Ce héros dont parle la vieille Nan, ce ne serait pas Azor Ahai? Le héros de lumière, le seigneur des flammes, ce serait lui. Il venait probablement de l'ancienne Valyria, une ville où justement les dragons étaient apprivoisés à l'époque. Azor Ahai, de l'acier valyrien, des dragons... Tout ça contre les marcheurs blancs, de la Ice Magic. On a cette idée de la glace contre le feu. Les humains ont tué tous les marcheurs blancs? Non. De 1, la vieille Nan ne nous a jamais dit ça, et de 2, si tous les marcheurs blancs étaient morts, comment pourrait-il y en avoir encore? Et comment on fait pour arrêter une guerre sans tuer tout le camp ennemi? Eh bien, on fait un traité. On nous a jamais parlé de portail dimensionnel ou quoi que ce soit de l'autre côté du mur, donc forcément, les marcheurs blancs ont toujours resté en vie, et étaient, comme certains l'indiquent, dans un grand sommeil. Un traité de paix entre les hommes et les marcheurs blancs, ouais, c'est possible. Il y a bien eu un traité entre les enfants de la forêt et les hommes, alors là, pourquoi pas? Un traité entre les hommes et les marcheurs blancs, oui, c'est possible, et c'était ça la première théorie. La deuxième me semble bien plus convaincante. Parlons du mur. Qu'est-ce qu'on en sait justement de la construction du mur? On sait que c'est la combinaison de plusieurs siècles, de beaucoup de main-d'œuvre et de magie. De la magie. Les premiers hommes n'étaient pas du tout à l'aise avec la magie. Même les maîtres détestent la magie. Alors qu'on nous fasse pas croire que les hommes ont construit le mur. Selon cette deuxième théorie, les marcheurs blancs ont créé le mur avec leur Ice Magic pour sceller les hommes hors de leur terre. Les hommes ont débarqué sur Westeros et ont voulu régner. Alors que Westeros, à la base, c'est un continent empli de magie. Des étés et des hivers complètement différents selon les époques. À moins que l'axe de la Terre soit complètement bouleversé, il y a bien de la magie là-dedans. Les marcheurs blancs vivaient leur vie et ne faisaient de mal à personne. Ils vivaient sur leur continent comme toutes les autres créatures magiques. Seulement les hommes n'ont pas pu les vaincre et les marcheurs blancs ont fait un grand mur pour se séparer des hommes et vivre en paix. Mais alors, pourquoi les marcheurs blancs sont-ils de retour? On voit bien que le réveil des marcheurs blancs coïncide plus ou moins avec le réveil des dragons. C'est plus ou moins la même année. Le combat entre la glace et le feu va pouvoir reprendre. C'est d'ailleurs le titre des bouquins. Ice Magic versus Fire Magic. Le réveil des dragons, le réveil des marcheurs blancs, ici ça coïncide un peu avec un équilibre cosmique. C'est comme si la nature reprenait le pas sur l'homme. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes ont assez foutu le bordel et que Westeros veut retrouver sa vie magique, sa forme première. Et tout ça, c'est possible seulement si les hommes disparaissent. En gros, les marcheurs blancs, c'est les gentils de l'histoire. À présent, je vous laisse les gens, c'était Didi Chandouidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories.